Bien, dans la partie devenir un expert stratégique, le module 2 qui est le développement de la stratégie marketing d'une société d'accompagnement des entreprises innovantes. Dans ce module, nous allons aborder la construction d'une proposition de valeur qui est adaptée aux cibles choisies. Bonjour, je m'appelle Pascal Jeannot. Je suis de formation École supérieure de commerce, option marketing et finance. Mes 35 ans de carrière peuvent se résumer en 4 points. J'ai été responsable des ventes et marketing dans des domaines vente aux professionnels avec des produits plutôt techniques. J'ai été directeur d'entreprise dans le secteur automobile avec une autonomie forte en gestion, en marketing et en vente. J'ai été responsable de programme Startup chez Junior Achievement au Gabon. J'ai une activité de formation et de coaching, formation de jeunes apprenants en licence et master, en modèle économique, en plan d'affaires, en management, en marketing et en négociation vente. Et j'accompagne de jeunes start-upers au Gabon depuis 4 ans dans des secteurs multiples. D'abord de connaître votre écosystème, puis de prendre conscience des atouts et des points améliorables qui sont ceux de votre SAEI. Ensuite, il faudra définir avec précision la cible que vous voulez toucher pour enfin établir les fondements de la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'une SAEI tout d'abord? Eh bien, une société d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, elle a bien sûr pour rôle de capter donc de jeunes aspirants entrepreneurs de telle manière à faire qu'un projet qui est peut-être à l'étape d'idée devienne une véritable entreprise pérenne, rentable, ou encore que des entrepreneurs qui ont déjà constitué leur entreprise puissent, à l'aide d'accompagnements appropriés, monter en compétences et permettre à leur entreprise de passer à une autre échelle. Pour parvenir à ces résultats, votre SAEI, en fait, elle va devoir d'abord, comme dans toute analyse de marché, analyser le projet, effectuer un diagnostic, générer un plan d'action qui va être adapté selon la méthode SMART, donc spécifique, mesurable, avec des objectifs ambitieux mais qui sont bien sûr réalistes, et dans un laps de temps qui va être le laps de temps que vous aurez configuré, déterminé à l'avance. Dans les objectifs de votre SAEI, eh bien, il y en aura 6 principaux, je pense. Le premier est déjà de créer de la valeur et de générer de l'emploi, en fait, d'améliorer les conditions économiques dans lesquelles, du pays ou de la région dans laquelle vous intervenez. Elle pourra rechercher une diversification du tissu industriel. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la construction de maisons, vous pourrez très bien opter pour la variation entre la création de maisons en bois, la création de maisons en briques de terre ou la création donc de maisons en parpaing. Vous pourrez décider de promouvoir certaines filières d'activité. Certaines SAEI sont spécialisées dans les nouvelles technologies, d'autres dans les biocarburants, d'autres encore dans la revalorisation des déchets. Donc chacun trouvera son modèle en fonction des technologies retenues. Votre SAI pourra aussi promouvoir certaines catégories de population, des populations économiquement faibles, des populations
en fait à niveau social particulièrement difficile, la promotion du genre, donc en fait des entreprises orientées ou destinées à des femmes. Elle pourra aussi rechercher à faire du profit, donc faire du profit dans le sens, eh bien, je facture mes prestations, soit dans un domaine d'accompagnement de jeunes pousses, soit, comme ce sera souvent le cas, pour accompagner des entreprises déjà créées. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition de valeur? Il faut commencer par ce point-là. À quoi elle répond, la proposition de valeur? D'abord, vous devez résoudre un problème, hein, ce qu'on appelle en anglais le pain point. Qu'est-ce que ça va déclencher pour vos cibles? Eh bien, si vous répondez à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs demandes, un certain sentiment de pertinence, un sentiment de bien fondé et voire d'utilité. Vous pourrez considérer qu'effectivement, vous répondez à ce moment-là à un besoin précis. Qu'est-ce qu'elle doit encore faire, la proposition de valeur? Eh bien, elle doit fournir des avantages qui sont spécifiques. Qu'est-ce que ça procurera comme sentiment vis-à-vis de la cible? Eh bien, le fait que vous présentez une offre qui est packagée, qui est dense, et qui est bien ficelée. La proposition de valeur, elle doit encore expliquer pourquoi il faut venir dans votre SAEI pour être accompagné plutôt que d'aller voir la concurrence. Quelles sont les variables qui vont pouvoir influencer votre proposition de valeur? Eh bien, elles sont au nombre de 6. La première et la principale, c'est son promoteur. La deuxième, ce seront les missions que la SAEI s'assigne. Le troisième, ce seront les projets qu'elle décide d'accompagner. Le quatrième, ce sera les services qu'elle offre et leur diversité. Le cinquième, ce sera le modèle de financement sur lequel va être fondée la SAEI. Et enfin, le sixième point, ce sera le contexte, c'est-à-dire le milieu dans lequel vous allez exercer. Premier point et le plus important, cela va sans dire, c'est l'analyse de votre marché. Avant de vous lancer dans une quelconque stratégie, vous devez savoir s'il y a un marché et quel est le besoin de ce marché potentiel. Premier point, vous allez essayer de déterminer quel est l'environnement institutionnel. Hein. Quelles sont les priorités que l'État ou les gouvernements en place ont fixées? Est-ce qu'il y a un plan directeur? Est-ce qu'il existe des partenariats publics-privés? Ou encore, est-ce que l'État a décidé de lancer lui-même ses structures d'accompagnement, ce qui va faire varier très fortement, bien sûr, votre modèle. Deuxième point, quels sont les besoins du marché? Donc il faudra déterminer la typologie de la demande. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir prendre votre place sur ce marché? Est-ce que le profil des demandeurs est bien déterminé? Est-ce qu'il y a une cible? Quelle est la densité de cette cible? Quel est son potentiel? Quel est son pouvoir d'achat, ses capacités en matière économique? Vous allez vous poser une quatrième question qui va concerner la concurrence. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents en place? Est-ce qu'il y a potentiellement, et dans un futur assez proche, une arrivée de concurrents possible? Est-ce que vous présentez des avantages concurrentiels forts?
En cas de concurrence, quelles sont les garanties que vous pouvez mettre à disposition de votre cible? La connaissance du marché, bien évidemment, mais peut-être des spécificités techniques particulières. Dernière question, non négligeable, quel est le type d'offre qui est proposé sur ce marché? En fonction de la nature et de la densité de l'offre, vous allez adapter la vôtre en fonction. Donc quelques outils que vous pourrez utiliser, on les détaillera ensuite. Ça va être l'analyse de l'environnement macroéconomique par un Pestel, la matrice de Porter ou effectuer un benchmark concurrence. Commençons par l'environnement. L'environnement, à chaque fois qu'on analyse un élément, il faut toujours analyser ses forces et ses faiblesses. Eh bien, quelles sont les forces potentielles de l'environnement en présence? Ça peut être que les institutions ont pris conscience de la nécessité de développer la balance commerciale positive du pays et donc de développer l'entrepreneuriat privé en créant les conditions favorables à celui-ci. Dans ce cas, qu'est-ce que va naturellement faire l'État? Eh bien, c'est de favoriser des conditions de création et de croissance pour les entreprises en présence ou les entreprises qu'elles souhaitent développer, dans les matières qui sont des matières fiscales notamment, donc ce peut être l'impôt sur le bénéfice sur les sociétés, les taxes douanières, les exonérations de taxes patronales à l'embauche par exemple. Deuxième force que vous pouvez constater en matière d'environnement, c'est que la concurrence est très peu installée. Donc dans ces cas-là, l'État va pouvoir s'impliquer davantage pour accompagner les SAEI qui vont être en présence, qui vont se présenter, qui vont se faire connaître, de telle manière à diversifier l'offre selon le plan directeur qu'il aura fixé, et en favorisant peut-être des partenariats entre les SAEI en présence, si elles sont relativement modestes en nombre. Quelles peuvent être dès lors les faiblesses de cet environnement? Eh bien, les pouvoirs publics peuvent avoir décidé de créer un partenariat public-privé avec une SAEI qui a été sélectionnée parce qu'elle s'est fait connaître, elle s'est fait valoir, et par là même, l'État peut en contrôler le mode de fonctionnement, les services, voire les indicateurs. Dans ce cas-là, en dehors de la SAEI sélectionnée, les autres SAEI ne reçoivent aucun appui, il ne faut pas s'attendre à une aide particulière de l'État. Autre faiblesse potentielle, la concurrence est forte. Vous êtes dans un pays ou une zone où les SAEI se sont déjà très implantés et de ce fait, eh bien, vous allez là encore devoir agir seul puisque les SAEI en présence seront très peu enclines à partager, à coopérer et vont agir en fait dans leur domaine de savoir-faire. Regardons un peu plus en détail les outils d'analyse de l'environnement. On a parlé tout à l'heure de Pestel. Pestel, donc, c'est l'analyse des capacités politiques, économiques, sociales, technologiques, environnementales et légales de votre écosystème. Donc ces éléments, mis bout à bout, vont vous permettre de créer votre modèle économique. Donc, quels sont les paramètres dans chacun de ces domaines qui encadrent mon marché? Autrement dit, politiquement, comme je le disais précédemment, est-ce que l'État est plutôt favorable? Est-ce que les conditions économiques sont présentes pour permettre à votre SAEI de s'installer et de grandir? Quel est l'environnement technologique? Y a-t-il des priorités particulières? Quel est l'environnement social?
Est-ce qu'on est plutôt dans un système de chômage fort? Est-ce qu'on est plutôt dans une politique de soutien particulier aux femmes, par exemple? Est-ce qu'on est dans un système où on va chercher à soutenir les économiquement faibles? L'aspect environnemental est également important puisque, en fait, il va déterminer les axes dans lesquels on veut s'orienter. Est-ce que on sera dans un axe de développement durable? Est-ce qu'on va vouloir faire travailler, par exemple, des populations locales dans la zone dans laquelle on s'est implanté? Ça aura une incidence forte, bien évidemment, sur votre modèle et sur la façon dont vous allez vous développer. Enfin, le légal. Y a-t-il des éléments légaux qui soient des freins ou au contraire des avantages au développement de votre SAEI? Tous ces éléments devront être analysés bien en détail avant de lancer la moindre stratégie. Donc, au terme de cette analyse, vous allez pouvoir définir votre positionnement et vous saurez exactement quelles sont vos contraintes, ce qu'on appelle les paramètres externes, ceux sur lesquels je dois faire avec, c'est-à-dire je n'ai aucun pouvoir d'action sur ceci. Maintenant, on va chercher à définir quels sont les besoins de notre marché. Toujours la même chose, on va discerner les forces d'un côté et les faiblesses de l'autre. Quelles peuvent être dans les besoins? Eh bien, les forces tout d'abord. Eh bien, la demande, elle est exprimée. Si la demande est exprimée, elle est connue, on sait qui sont les cibles potentielles, on connaît un peu les grandes tendances, donc on peut dire que c'est un atout très fort. Encore une autre force, le profil des demandeurs est bien identifié, c'est-à-dire qu'on sait particulièrement bien à qui s'adresser. Est-ce qu'on va s'adresser plutôt à des économiquement faibles, à des entreprises déjà constituées qui sont en demande d'accélération, par exemple? Les sociétés d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant sont bien connues sur le secteur ou la ville dans laquelle vous souhaitez vous implanter. Elles sont répertoriées selon les domaines de compétences et selon l'état d'avancement des projets. Autre force, eh bien, vous avez des conseils en orientation qui vous sont proposés par les centres des entreprises ou les chambres de commerce concernant vos aspirants entrepreneurs. C'est-à-dire, vous avez un support public en place. Autre force encore, eh bien, les SAEI en place ont déjà des réseaux d'alumni qui leur permettent d'avoir des remontées d'informations sur les tendances et l'évolution du marché en présence. Quelles peuvent être les faiblesses? Eh bien, il n'y a pas de relation avec des partenaires ou ces relations sont très distendues. Donc automatiquement, ça pose un problème au SAEI en présence. Deuxième type de faiblesse, les attentes des demandeurs sont mal connues ou mal appréciées. Donc on ne sait pas ce que veulent les demandeurs. Donc il va falloir le déterminer prioritairement. Autre faiblesse, les SAEI n'effectuent aucune veille. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas ce que propose le marché et les offres sont proposées de manière erratique, voire plusieurs types d'offres identiques peuvent être proposées en même temps. Ce qui crée bien évidemment une certaine confusion vis-à-vis des demandeurs. Autre faiblesse encore, les enquêtes de satisfaction d'entreprises ou de jeunes pousses qui ont quitté les SAEI n'ont pas été menées ou sont mal exploitées.
C'est-à-dire en clair, on ne sait pas du tout si l'offre actuelle est conforme aux attentes ou si elle est en décalage par rapport aux besoins. Autre faiblesse encore, les SAEI ne favorisent pas la relation post-incubation par la création de réseaux d'alumni, c'est-à-dire qu'en clair, eh bien, après le passage dans ces SAEI, on ne sait absolument pas ce que deviennent les entrepreneurs qui ont bénéficié de l'accompagnement. Et malheureusement, on ne pourra pas s'appuyer sur ces réseaux pour promouvoir les futurs jeunes pousses, ou tout au moins les futures promotions. Quels sont les besoins des entreprises? Comment peut-on en fait les répertorier? Eh bien, on en a identifié 9, selon un mode qui est aisé à suivre, par exemple, selon le graphique déterminé ici. Au début, on démarre de zéro parce qu'on ignore, ou tout au moins on ne sait pas quel est le niveau d'attente ou le besoin des entrepreneurs. On va déterminer ensuite une note actuelle, c'est-à-dire qu'en fait, soit on a fait un diagnostic, soit on est déjà dans une étape avancée de l'accompagnement, et on va déterminer en fait, selon les critères, les 9 critères que je vais développer, la note actuelle, et sachant qu'au bout du compte, on va chercher à avoir une note cible qui soit la note maximum. Imaginons qu'on soit de 0 à 10. Eh bien, au début, on peut considérer que le besoin est complet, donc on évalue la note à 0. Et une fois que le besoin est rempli, on peut considérer qu'on a atteint la note de 10. Avec bien évidemment, entre 0 et 10, toute une échelle de valeurs qui va déterminer le jalonnement de l'accompagnement. Donc 9 points de mon point de vue en besoin des entreprises. Le premier, c'est un besoin en organisation et en management. Le deuxième, c'est un besoin en produits et services. Le troisième, c'est un besoin en espace de travail, ce qu'on peut appeler le coworking ou même l'espace qui va permettre d'avoir un téléphone, une adresse mail, une boîte postale, de telle manière à permettre de commencer son activité. Le quatrième, c'est la connaissance de son marché et les moyens de communication. Le cinquième, ce sera de pouvoir rechercher des talents. Donc, toute cette formation RH qui est nécessaire en fait aux entrepreneurs. Le sixième, ce sera la finance. Le septième, la formation. Le huitième, les conseils que les entrepreneurs vont rechercher dans l'accompagnement que vous allez leur présenter. Et le neuvième, ce sera la mise en relation, donc bénéficier de vos réseaux qui sont pour eux un moyen énorme pour pouvoir en fait se promouvoir. Dès lors, on va aborder le troisième point qui est la détermination du profil des demandeurs, autrement dit de la cible ou des cibles que vous pouvez vous fixer. Dans un premier temps, je dirais qu'on peut avoir par exemple des demandeurs d'auto-emploi. Qui sont-ils? Souvent, ce sont des personnes qui sont en échec scolaire, qui sont économiquement faibles, ou qui peuvent être malheureusement des personnes en reconversion du fait de chômage technique ou malheureusement de licenciements économiques.
Donc ces demandeurs d'auto-emploi sont très orientés sur différents domaines qui vont être déterminés comme suit. Le premier, c'est reprendre confiance en soi, c'est-à-dire être capable de se dire je peux y arriver, je vaux quelque chose et je suis capable d'accomplir en fait quelque chose et de faire quelque chose de ma vie. Souvent, ce sont des gens qui ont été marginalisés, donc il va falloir attacher une grande importance à redonner confiance en ces personnes. Le deuxième point, ils vont souvent chercher des compétences techniques. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas eu le niveau académique suffisant, soit ils n'étaient pas du tout dans ce domaine d'activité, puisque souvent salariés. Et ces domaines vont souvent tourner autour de la vente, du marketing, de la finance et de tout ce qui est réglementaire et légal. Qu'est-ce qu'ils vont venir rechercher auprès de votre SAEI? Eh bien, ils vont vouloir aboutir dans un projet, soit ils vont être seuls, soit souvent, pour prendre confiance, un projet en coalition, peut-être avec d'autres partenaires qui seront focalisés sur des projets similaires en fait à leur activité ou à leur souhait d'orientation. Ils vont venir rechercher aussi une aide à la constitution administrative de l'entreprise, parce que la plupart du temps, ils n'ont pas été formés à ce genre de choses, à ces dispositions légales, ils ne savent pas auprès de qui se tourner, et donc vous allez pouvoir, dans votre SAEI, les accompagner dans ce sens. Bien souvent, ce sont des gens qui vont arriver avec très peu de moyens. Il va donc falloir les aider à constituer un plan d'épargne, soit parce que leurs moyens ne leur permettent pas, soit parce qu'ils ne savent pas comment faire. Il va falloir les aider dans la constitution de plans d'épargne. Enfin, dès l'instant qu'on va commencer une activité créatrice de revenus, il va falloir créer une comptabilité qui soit une comptabilité probante et donc permettre de suivre les comptes pour leur permettre à terme d'avoir une entreprise qui soit une entreprise crédible et qui soit entre guillemets bankable comme on dit, c'est-à-dire qui ait la possibilité d'être soutenu financièrement. Deuxième profil, les jeunes entrepreneurs associés. Alors, la plupart du temps, là on parle d'entrepreneurs associés, ils pourraient être jeunes entrepreneurs diplômés seuls. Mais imaginons que ce soit un groupe d'entrepreneurs qui se retrouvent, qui soient formés dans un domaine technologique de pointe la plupart du temps. Donc ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui sont à la pointe de leur domaine, mais qui n'ont jamais eu de connaissances ni d'approche entrepreneuriale et qui souhaitent en fait constituer leur entreprise. Qu'est-ce qu'ils vont chercher ces jeunes entrepreneurs? Eh bien d'abord, à travailler ensemble, à savoir travailler ensemble. Chacun a des compétences qui sont respectives dans des domaines souvent très différents et il va falloir apprendre un mode d'organisation qui soit un mode d'organisation commun pour travailler bien ensemble. Deuxième point, ils vont venir souvent chercher à savoir se répartir les rôles dans le développement du projet. C'est bien souvent dans la conduite de projet, qui fait quoi, dans quel domaine j'interagis, de telle manière à être le plus efficace possible pour l'aboutissement et la réalisation de mon projet. Troisième critère que vont venir rechercher les jeunes entrepreneurs, eh bien, c'est de faire fonctionner
un organe de décision. Parce que chacun aura la volonté de faire valoir son point de vue, ses idées. Il va falloir à un moment donné créer un organe qui puisse fonctionner de manière organisée et structurée. Ils vont aussi venir chercher une montée en compétences, chacun dans son domaine bien sûr, mais on n'en sait jamais assez et on peut toujours, bien évidemment, encore développer ses compétences intellectuelles et académiques. Enfin, ils vont venir aussi chercher un système de management qui va être adapté, efficace, reconnu. Hein, à un moment donné, effectivement, j'ai des compétences, je veux m'inscrire dans un développement entrepreneurial, mais je dois trouver ma place dans un organigramme, avoir une fiche de poste qui est précise, concise et qui me permette de savoir dans quel périmètre je peux interagir. Autre profil d'entrepreneurs, ça peut être les autodidactes qui ont déjà une première expérience en entreprise. Bien souvent, ce sont des jeunes qui n'avaient pas forcément la connaissance et l'acquisition de compétences académiques ou de savoirs académiques et qui, eux, par contre, ont acquis une compétence avec leur formation sur le terrain, c'est-à-dire en fait, comme on dit, ils ont appris sur le tas. De quoi vont-ils être particulièrement demandeurs, ces autodidactes? Eh bien, bien souvent du développement de compétences techniques. Hein, ça va sans dire, ils n'ont pas forcément été au cœur d'organisations telles que la vente, le marketing, la finance ou encore les aspects juridiques qui peuvent toucher à l'entreprise. Ils vont là aussi être demandeurs d'appui dans la constitution administrative de l'entreprise, parce que ce sont des éléments qu'ils n'ont pas touché de près. Ils vont chercher aussi à se constituer un plan d'épargne ou créer un compte bancaire, et il va falloir les aider dans ce sens-là, parce que ce ne sont pas forcément des jeunes qui arriveront avec un pécule ou une cagnotte importante. Ils ont encore besoin de soutien comptable, là encore, pour pouvoir tenir une comptabilité probante, de manière à ce que leur entreprise devienne bankable. Ils vont avoir également besoin d'appui de la part de la SEI concernant des soutiens terrain, hein, à toutes les étapes de leur projet. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir que vous les assistiez pour les démarches dans la constitution de l'entreprise, par exemple. Ils vont vouloir que vous les assistiez pour savoir comment se passe une prospection et une relation commerciale avec un client. Ils vont vouloir savoir comment se passe une négociation avec un fournisseur potentiel, etc. Et enfin, ils vont être fortement demandeurs de partage, d'expérience avec soit les jeunes pousses qui vont partager leur accompagnement dans votre SAEI, mais aussi avec des entrepreneurs qui auront été formés au préalable, qui auront été accompagnés par votre SAEI et qui vont être d'une grande utilité, d'une grande aide pour eux en matière de conseil notamment. Et vous avez encore un autre profil qui sont les entrepreneurs qui sont déjà en activité depuis 2 ans ou plus. Bien souvent, leur activité, elle tourne déjà, avec un succès qui est plus ou moins relatif, fonction peut-être de marché qu'ils ont pu avoir ça et là avec l'État, avec des réseaux privés. Mais ils veulent donner à leur entreprise en fait
un coup de boost, si je puis dire. Ils veulent arriver à franchir un cap et avoir une entreprise pérenne, développée et en croissance. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Principalement, eh bien, ils vont surtout chercher à acquérir des réseaux. Des réseaux, pourquoi? Eh bien, pour l'aspect financier de leurs affaires, hein, connaître des investisseurs potentiels, les aider à franchir un cap sur le plan financier. Ils vont souvent chercher à acquérir aussi des compétences techniques supplémentaires dans les domaines de la vente, du marketing, de la finance, du juridique, pour savoir comparer un petit peu ce qui est leur situation actuelle et ce que devrait être la situation de leur entreprise en croissance demain. C'est peut-être la création de procédures ou de process, par exemple. Enfin, ils vont aussi chercher l'appui de mentors. Pourquoi? Parce que leurs activités fonctionnent d'une certaine manière. Ils veulent savoir dans des entreprises de la même, je dirais, du même domaine d'activité que le leur, comment cela fonctionne-t-il? Quelles sont les bonnes pratiques qu'ils peuvent retenir de ces entreprises? Donc les mentors vont leur être d'une aide conséquente. Nous allons maintenant aborder le quatrième point qui est l'environnement concurrentiel. L'étude de concurrence, eh bien, elle peut être réalisée selon 3 axes. L'axe qui est un axe de situation géographique, c'est l'implantation, là où vous vous trouvez. Est-ce que vous avez des concurrents qui sont proches de chez vous? Dans quel environnement? Est-ce que le projet qu'ils présentent est similaire au vôtre? Donc tous ces éléments vont être abordés selon l'axe de l'implantation géographique. Vous avez un deuxième axe qui est le produit. Quand on parle de produit, bien évidemment, c'est les services que vous allez proposer au sein de votre SAEI et qui sont proposés par les SAEI d'une manière générale. Eh bien d'abord, est-ce qu'il y a des services qui sont substituables? Par exemple, des stages qui pourraient être tutorés par les écoles. Donc, ce que vous pratiquez dans ce domaine-là, eh bien, est-ce que des universités ou des grandes écoles le pratiquent? Y a-t-il moyen d'avoir des partenariats? Pourquoi pas? Deuxième type de service, eh bien, quels sont les SAEI qui proposent des services identiques aux vôtres? Est-ce qu'ils sont dans les mêmes domaines de compétences ou non? Et s'il y a des SAEI concurrentes avec des services bien évidemment concurrents, est-ce qu'ils sont différents des vôtres? Comment se distinguent-ils? Qu'est-ce qui va faire la différence entre vous en fait? Le troisième axe, alors encore un axe produit, pardon, c'est la position et la stratégie. Il faut bien sûr que vous identifiez les parts de marché de vos concurrents. Comment est-ce qu'ils sont positionnés dans l'environnement concurrentiel qui est le vôtre? Est-ce que cette concurrence est dense ou y a-t-il encore des places à prendre? Quelle est leur principale stratégie commerciale? Comment elle est présentée? Et enfin, comment sont perçus les services proposés par le marché? Est-ce que les demandeurs sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont en attente d'autres types de services? Ou au contraire, est-ce que le niveau d'insatisfaction est réel et se démarque? Troisième axe important pour mesurer l'environnement concurrentiel, c'est le prix, bien sûr. Donc, quels sont les prix qui sont pratiqués
pour des services similaires aux vôtres, bien évidemment, ou quels sont les modes de rémunération proposés. Y en a-t-il? Est-ce que certaines offres de services sont gratuites? S'il y a des services qui sont substituables aux vôtres, s'ils existent bien évidemment, quelle en est leur tarification? Et enfin, en matière tarifaire, quelles sont les attentes des demandeurs? Est-ce que les demandeurs sont prêts à payer le prix en rapport d'une qualité de service attendue? Est-ce que les demandeurs attendent un service gratuit ou sponsorisé? Un outil important, c'est un outil d'analyse concurrentielle qu'on appelle les forces de porteurs. Donc l'analyse des forces de porteurs va permettre d'évaluer, selon une échelle souvent de 1 à 10, les différentes forces qui sont en présence sur le segment ou le marché visé par votre SAEI. Par exemple, quelle est l'intensité concurrentielle du segment? L'intensité concurrentielle, ça veut dire, est-ce qu'on a beaucoup de concurrents? Est-ce que l'arrivée de nouveaux concurrents demande un ticket d'entrée élevé? Quel est le poids des concurrents? Est-ce qu'il est plutôt fort, modeste ou faible? Quel est le pouvoir de négociation qu'on peut avoir avec les partenaires? On va les appeler les fournisseurs. Est-ce que ce poids il est en notre faveur? Autrement dit, est-ce que les fournisseurs sont plutôt demandeurs ou est-ce que les fournisseurs vont dire bah non, pas de conditions privilégiées avec les jeunes pousses de la SAEI, ce seront des conditions habituelles, point. Quels sont les nouveaux entrants potentiels ou les substituts qui peuvent exister sur le marché? Existent-ils ou peuvent-ils arriver et donc devenir une menace pour votre SAEI? Donc, quels peuvent-ils être? Les laboratoires, par exemple, les instituts de formation, l'État qui déciderait de lancer un espace PME, par exemple. Enfin, quelle est la marge de négociation qu'on peut avoir avec les clients? Ça peut être des intermédiaires, donc des distributeurs, des produits de vos jeunes pousses, ou ça peut être les consommateurs individuels ou des entreprises. Donc on peut être dans un schéma B2C ou B2B, ou les deux, pour vos jeunes pousses. Donc tous ces éléments-là vont être de nature à effectuer une bonne analyse concurrentielle pour vos SAEI. Nous allons désormais nous attacher à l'offre. L'offre d'une façon générale qui est faite sur votre marché. Et pour analyser cette offre, on va regarder, là encore, ses forces et ses faiblesses. Quelles peuvent être les forces d'une offre proposée par des SAEI? Eh bien, si l'offre est bien claire, qu'elle est bien définie, qu'elle est relayée à la fois par les pouvoirs publics, qui eux ont agréé, pourquoi pas, des programmes selon des schémas qui sont les leurs et qui correspondent à leurs attentes. S'ils sont relayés, pourquoi pas, par des partenariats ou des proximités avec des écoles, des universités, qui vont considérer que l'action de votre SAEI, eh bien, elle prolonge son action propre et elle est naturellement le devenir de leurs étudiants qui vont chercher à constituer une entreprise. Ce peut être une offre qui va être relayée par des laboratoires de développement qui, eux, bien évidemment, ont mis en place
eh bien, un certain nombre de produits, un certain nombre d'innovations, mais qui va devoir être prolongé par une commercialisation de ces développements grâce à une concrétisation formalisée par une entreprise présente sur la place. Ça peut être aussi une offre qui est relayée par des entreprises qui sont déjà en place sur votre zone de compétences et qui vont chercher eh bien, des solutions d'aide au reclassement de personnel malheureusement licencié pour cause économique. Ça peut être encore des associations qui peuvent œuvrer dans la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation et qui vont, grâce au relais de votre offre, eh bien, générer un partenariat qui peut vous être profitable. Quelles sont les faiblesses d'une offre des SAEI par exemple? Eh bien, l'offre des SAEI peut être très peu concrète, donc on peut, malheureusement, on ne la discerne pas correctement ou dans les détails. Elle peut être très peu connue, donc il y a une insuffisance de communication autour de celle-ci, ou eh bien on ne comprend pas bien en fait son mode de diffusion ou sa pertinence par un package qui est mal fait. Donc dans ces cas-là, il se passe quoi? Elle est souvent mal relayée hein, par tous les organismes ou les divers intervenants de la société civile qu'on a pu analyser au préalable. Elle manque de crédibilité pour les demandeurs, donc pour les bénéficiaires. Donc si elle manque de crédibilité, la plupart du temps, il y aura peu d'adhésion à celle-ci. Et elle peut manquer d'organisation et de contrôle des actions, simplement parce que, eh bien, on n'a pas vérifié que son contenu était en relation avec la demande des bénéficiaires potentiels. Quelles peuvent être maintenant les différentes offres d'une SAEI? Eh bien, l'offre d'une SAEI peut se regrouper en 6 grands types de fonctions qui peuvent être partiellement proposées ou totalement proposées, selon ce que souhaite faire la SAEI. Vous avez d'abord tout ce qui est immobilier. C'est les services liés à l'immobilier, les aménagements, les installations, la location de salles de réunion, ce genre de choses. Donc c'est une offre qui est une offre d'hébergement sur le plan structurel. Deuxième fonction possible, tous les services de base qui sont souvent en temps partagé. Donc ça peut aller du secrétariat à l'accueil, ça peut être les salles de conférence, ça peut être effectivement un service de restauration, ça peut être l'internet, ça peut être les ordinateurs qui sont mis à disposition en temps partagé, donc avec un disque partagé par exemple. Ça peut être tout le matériel périphérique comme les imprimantes, les scanners. Ça peut être aussi des services d'édition ou de reprographie. Troisième grand type de fonction, c'est les services de conseil et d'assistance. Les services de conseil et d'assistance, ils peuvent s'appuyer sur des opérations dites quotidiennes. Ils peuvent aussi s'appuyer sur des aspects stratégiques ou encore sur des aspects techniques. Donc, quelles peuvent être les opérations quotidiennes? Eh bien, ça peut être des opérations relatives au légal, au droit. Ça peut être des actions relatives à tout ce qui est ressources humaines. Ça peut être des opérations relatives aux relations bancaires
et à toutes les opérations bancaires qu'on peut effectuer, qu'une entreprise peut effectuer, ou ça peut être des opérations relatives bien sûr à la comptabilité. À chaque fois qu'une opération est réalisée, elle doit être enregistrée comptablement. Les aspects stratégiques, eh bien, ça peut aller du conseil à la mise au point de modèles économiques et de plans d'affaires. Ça peut être des conseils en matière marketing, ça peut être des conseils en matière financière, ça peut être des conseils en propriété industrielle, dépôt de modèles, etc. Ou encore, donc, dans un aspect technique, eh bien, ça peut être des aspects liés au process, liés à la particularité logistique de certains approvisionnements de matériaux techniques, matières premières ou de matières intermédiaires par exemple. Quatrième type de fonction importante aussi, la formation, bien sûr. Formation aux divers aspects à la fois du management et tout le coaching individuel qui va être en fait pratiqué et qui va être la plus-value importante en fait de cet accompagnement. Cinquième grand type de fonction, la mise en relation. Alors, la mise en relation, c'est la mise à disposition de ces réseaux, que ce soit à travers des réseaux financiers, technologiques, commerciaux, de telle manière à permettre à cette jeune pousse ou à une entreprise déjà existante et qui cherche à grandir, en fait, à de nouveaux partenaires ou à des partenaires, à des clients nouveaux ou à des clients d'une façon générale, à se permettre de constituer des fichiers de gestion de la relation client, donc d'avoir une relation qui soit une relation pérenne. Enfin, un autre point, un autre type de fonction important pour une SAEI, c'est de rompre l'isolement, hein, et permettre à une communauté de jeunes pousses, une communauté d'entrepreneurs de se constituer. Ça, c'est d'une valeur indispensable, ou d'une valeur forte, j'ai envie de dire, de la proposition d'une SAEI. Toute SAEI qui ne le fait pas, à mon avis, commet une grande erreur. Créer un réseau d'alumni, c'est potentiellement la capacité d'acquérir demain un réseau d'entrepreneurs et de démultiplier, bien évidemment, les réseaux de la SAEI. Donc, vraiment, offre conséquente pour une SAEI, évidemment. Maintenant, on va devoir savoir ce que l'on veut faire. Vous êtes promoteur d'une SAEI, vous allez d'abord vouloir vous positionner sur une activité. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez faire du social? Donc vous allez plutôt cibler, exemple, des économiquement faibles, donc qui vont pouvoir s'auto-employer. Vous allez cibler seulement des associations, pourquoi pas, pour vous appuyer en fait sur cette activité sociale. Ou au contraire, vous voulez faire du développement sectoriel, donc vous vous dites, moi je veux aller vers l'agriculture parce que c'est un domaine de compétence qui est le mien, où je connais ce domaine-là, où j'ai un réseau dans ce domaine-là. Ça peut être le secteur des mines, ça peut être le secteur des hydrocarbures, ça peut être le secteur du bois, dans les activités dites primaires. Ça peut être dans le secteur secondaire, l'industrie, bien sûr. Ça peut être dans les secteurs tertiaires, des évolutions sur tout ce qui est nouvelles technologies de l'information et de la communication, sur tout ce qui est service, service à la personne, service aux personnes âgées, service aux personnes handicapées par exemple. Ça peut être aussi un développement multisectoriel, c'est-à-dire vous pouvez très bien dire, moi mon domaine de compétence en fait il est vaste, je connais des entreprises à la fois dans le primaire, dans le secondaire et dans le tertiaire, et je vais devenir en fait une SAEI multisectorielle sans préférence dans un domaine d'activité. Vous pouvez également vous positionner sur une activité de développement durable. Ça peut être de l'économie solidaire, ça peut être du recyclage de déchets, ça peut être
de permettre en fait à des populations locales de bénéficier des services et du déploiement de ces services de la SAEI. Voilà différentes orientations possibles. Qu'est-ce que l'on veut faire encore? On peut se positionner dès lors sur une phase de projet. Moi, je veux me positionner simplement sur la sensibilisation, par exemple. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à la création de projets de start-up. Je vais sensibiliser de jeunes acteurs économiques, par exemple par des programmes périscolaires, à la sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Je peux me positionner sur une autre phase qui est la pré-incubation. La pré-incubation, c'est je passe de l'idée jusqu'en fait au test du modèle économique et au test du prototype. Je peux me positionner sur l'incubation. L'incubation, ça va être de la période de la réalisation du test du modèle jusqu'à la croissance de l'entreprise, donc la mise en orbite, si je puis dire. Ou alors, vous pouvez vous positionner sur l'accélération. L'accélération, ce sera l'entreprise arrive, son projet est déjà concret, son modèle économique est bâti, son business plan est bâti, et elle cherche une phase d'accélération. Donc moi, je vais me positionner sur cette phase-là. Ou encore, vous pouvez vous positionner sur plusieurs de ces phases, bien évidemment. Que veut-on faire encore? Eh bien, on peut se positionner sur une cible. Une cible, on peut dire, moi, ma cible de prédilection, c'est les demandeurs d'emploi ou les économiquement faibles, par exemple. Moi, je cherche à m'occuper de jeunes qui sont prématurément sortis du système scolaire, des échecs scolaires, par exemple. Je peux me positionner sur des personnes qui sont faiblement handicapées parce que j'ai la ressource pour pouvoir les accueillir. Je peux me positionner sur des autodidactes qui ont une première expérience entrepreneuriale et qui ont vraiment besoin de la conforter. Je peux rechercher un public d'étudiants uniquement, des gens qui ont fini leur cycle scolaire ou universitaire et qui cherchent dès lors à devenir des entrepreneurs. Je peux me positionner sur le genre. Par exemple, je peux me positionner sur un public de femmes qui cherchent à créer une entreprise. Je peux me positionner sur un public d'entrepreneurs qui seraient des entrepreneurs déjà existants, donc au moins 2 années d'expérience, pourquoi pas. Je peux me positionner sur des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs individuels, ou sur des groupes d'entrepreneurs, ou sur des chercheurs. Bref, je peux me positionner sur une cible ou plusieurs cibles, selon mes critères et mes préférences, et surtout mon expérience et mes compétences. Que veut-on faire encore? Eh bien, on peut se positionner sur l'innovation. L'innovation, on en parle beaucoup. Des projets innovants, ça peut intégrer des projets d'investisseurs, par exemple, des investisseurs qui ont de nouveaux projets et qui cherchent à les développer ensemble. On peut aussi faire ce qu'on appelle de l'outsourcing. L'outsourcing, c'est d'incuber des entrepreneurs, plusieurs entrepreneurs qui ont plusieurs idées ou plusieurs projets de développement qui leur sont propres. Ou on peut encore dire, eh bien, je travaille avec des organismes publics, donc un projet est sponsorisé, ça correspond à un plan directeur, je suis prêt à l'accompagner parce que je sais que j'aurai les ressources, les financements, qui sont des financements par des organismes publics qui sont tout trouvés ou en passe de l'être. Pour faire tout ça, il faut d'abord que je prenne conscience de mes atouts et de mes points améliorables. Et là, je vais avoir recours à ce qu'on appelle le SWOT,
donc qui est la détermination de mes propres forces, mes propres faiblesses, les opportunités qui m'entourent et les risques que je vais devoir surmonter. Eh bien, quels peuvent être les différents points forts sur lesquels vous devez capitaliser? Eh bien, chaque SAEI, que ce soit par son promoteur, sait ce qu'il sait faire de mieux. Hein. Il doit s'interroger sur qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je fais le mieux. Il doit s'interroger sur son ADN. C'est quoi mon histoire? C'est quoi mon passé? D'où je viens? Il doit aussi se focaliser sur qu'est-ce qui a fait que cette activité a pu m'intéresser et qui fait qu'aujourd'hui, je suis prêt à développer une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Quand on a déterminé ces points forts, bien sûr, il faut avoir conscience de ces points améliorables. Quels sont-ils? Eh bien, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il me manque des points structurels, hein? Est-ce qu'il me manque des moyens matériels? Est-ce qu'il me manque une expertise technique? Est-ce qu'il me manque des compétences? Des femmes et des hommes qui peuvent avoir ces compétences? Est-ce qu'il me manque des moyens financiers? Est-ce qu'il me manque des connaissances, donc des réseaux? Une fois que j'ai identifié points forts et points améliorables, encore faut-il que j'évalue pour le futur mes opportunités qui s'offrent à moi. Eh bien, est-ce que dans mon environnement, les pouvoirs publics ont pris conscience de la situation qui est celle de l'entrepreneuriat et des besoins des futurs demandeurs, des futurs jeunes pousses ou des futurs demandeurs des entreprises existantes? Quelle est la croissance économique qui est escomptée? Est-ce que c'est plutôt une croissance forte ou une croissance modérée, voire faible? Est-ce que dans mon environnement, j'ai une reconversion de certains salariés qui sont prévus parce que malheureusement, en croissance économique faible, je vais peut-être avoir, voire en crise, je vais peut-être avoir des entreprises qui vont malheureusement débaucher. Et le fait de débaucher va être pour ma SAEI une opportunité de reconversion pour les salariés licenciés. Est-ce que cette opportunité peut s'offrir par des moyens qui sont mis à disposition? Par exemple, il peut y avoir des appels à projets qui se créent. Il peut y avoir la création de groupes de business angels dans mon environnement. Il peut y avoir des primes de licenciement parce que j'ai appris que telle ou telle entreprise était prête effectivement à licencier, mais avec des primes de licenciement suffisantes. Y a-t-il des programmes de responsabilité sociale et environnementale de la part des entreprises qui vont pousser justement à lancer des opérations ou des développements en développement durable? Maintenant, je dois pouvoir évaluer mes risques. Mes risques, c'est quel est le taux d'échec sur les projets que je vais pouvoir accompagner et comment y remédier. Y a-t-il ou non des changements de priorité économique parmi les priorités ou les prévisions que l'État a pu dont l'État a pu parler? Est-ce qu'il y a une concurrence importante de l'offre sur le marché qui va conduire ma SAEI à adapter son offre elle-même, voire à se retrouver avec un fort potentiel de concurrence? Ou y a-t-il une captation des ressources par tel ou tel SAEI qui va réussir, pourquoi pas, à devenir une SAEI prioritaire dans le spectre des pouvoirs publics, par exemple. Donc, prendre conscience de ses atouts d'abord. Eh bien, d'abord, il faut déterminer la nature et le savoir-faire du promoteur
Et en fonction de ce savoir-faire du promoteur, eh bien, on déterminera l'orientation qu'il peut y donner. Imaginons que moi, promoteur de SAEI, je suis naturellement habitué à accueillir des jeunes qui sont en situation sociale ou qui sont orientés vers la création d'auto-emploi. Automatiquement, je vais créer un accompagnement qui va être destiné à renforcer les capacités de mes bénéficiaires et leur permettre de s'autonomiser. Imaginons que moi, promoteur, je sois un spécialiste dans le domaine des nouvelles technologies, par exemple, dans un programme de technologie spécifique. Eh bien, là encore, mon programme d'accompagnement va être orienté vers mon domaine de compétences parce que je suis apte à proposer ce type d'accompagnement. Imaginons que moi, promoteur, je sois un entrepreneur qui sort d'une grande école ou je suis un ingénieur qui est issu d'un laboratoire de recherche. Là encore, mon programme d'accompagnement va être orienté naturellement vers mon domaine de compétences. De la même manière, si moi, promoteur, je suis un ancien dirigeant d'une structure privée salarié, par exemple, imaginons que j'étais directeur d'une entreprise ou que j'étais cadre supérieur dans une entreprise privée, eh bien, par nature, mon programme d'accompagnement sera orienté vers le domaine que je connais bien, qui est mon domaine de compétences. Il faut aussi prendre conscience de ces points améliorables. Le savoir-faire et la nature du promoteur vont faire son orientation. Je sais que je manque d'expérience, par exemple en gestion financière, eh bien, je vais recruter des gens qui sont spécialistes de la compétence en question, c'est-à-dire de la compétence financière. On sait que je manque de matériel d'accueil, par exemple, ou de matériel de structure, eh bien, je vais chercher à me rapprocher de structures privées ou étatiques pour permettre d'élaborer des partenariats et répondre à ce manquement. Je sais que je manque d'un réseau qui soit structuré, qui soit prêt à me soutenir et qui soit d'une importance certaine. Eh bien, je vais tout faire pour combler ce manque en me faisant connaître, en créant un lien privilégié par des moyens de communication comme le emailing, comme l'ouverture d'un compte Facebook, comme la création d'un site web pour ma SAEI, comme de favoriser des rencontres, comme de créer des parrainages, comme effectivement d'avoir des opérations type portes ouvertes, de telle manière à mieux faire connaître l'activité de ma SAEI. Si je suis un ancien dirigeant d'une structure privée salariée, je vais chercher à activer mes réseaux, parce que là encore, peut-être que étant dirigeant d'une entreprise salariée, je n'ai pas toutes les connaissances et toutes les compétences qui me permettent d'élaborer un programme d'accompagnement complet. Et bien dans ces cas-là, j'active mes réseaux. Il faut être capable d'anticiper également. Quand on est promoteur de SAEI, la première des choses, c'est je dois surfer sur mes opportunités qui vont créer mon futur et je dois minimiser mes risques. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à capitaliser d'abord sur la croissance économique et sur les secteurs qui sont porteurs. Ensuite, je vais prioriser des secteurs qui sont dans le viseur du plan directeur du pays, que les pouvoirs publics ont promu. Ça me paraît être une opportunité, un mode d'anticipation évident. Je vais aussi me positionner comme une alternative, par exemple, pour des demandeurs d'emploi. Imaginons qu'on soit sur un pays dans lequel l'activité ou qui subit une crise relativement importante. Je sais que je vais avoir des licenciés économiques, je sais que l'État va vouloir limiter le chômage,
Donc j'ai tout intérêt à prendre un partenariat avec l'emploi et les entreprises qui débauchent. Maintenant, comment je vais chercher à minimiser mes risques? Eh bien, peut-être en ayant des programmes d'accompagnement qui vont être des programmes d'accompagnement progressifs qui sont adaptés aux cibles que je vise. Par exemple, je vais faire de l'entrepreneuriat en milieu scolaire pour faire de la sensibilisation. Je vais faire de l'entrepreneuriat social si je vais rechercher de l'aide à l'autonomisation. Je vais faire de l'entrepreneuriat en recherche d'autonomisation, là aussi, si je cherche de l'employabilité ou de l'auto-emploi. Et je vais faire de l'entrepreneuriat comme finalité après la formation, si effectivement je fais de la recherche, pourquoi pas, pour de la montée en puissance d'une entreprise. Qu'est-ce que je vais faire aussi pour minimiser mes risques? Eh bien, diversifier mes sources de financement. Attention aux accompagnements de programmes qui ne seraient financés que par une source de financement. Si d'aventure cette source de financement venait à diminuer ses subventions ou ses allocations, voire les abandonner, eh bien il vaut mieux avoir plusieurs sources et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Enfin, je peux minimiser mes risques en effectuant des points réguliers d'avancement de projet. Et ça va me permettre de limiter notamment mes taux d'échec et de les anticiper, si je puis dire. Et enfin, eh bien, je vais chercher auprès des jeunes pousses ou des entrepreneurs qui vont quitter mon programme d'accompagnement, à savoir comment ils ont vécu ce programme d'accompagnement, alors soit par une enquête de satisfaction papier, soit plus souvent par le biais de mon site web s'il existe, de telle manière à m'assurer justement que je crée ce réseau d'alumni dont j'ai tant besoin et de pouvoir demain transformer le cas échéant mon programme d'accompagnement pour qu'il corresponde aux besoins des futurs entrepreneurs. Enfin, il faut se fixer un cap. Se fixer un cap, c'est d'écrire sa stratégie qui repose sur une proposition de valeur formalisée. Donc la proposition de valeur de votre SAEI va être tirée de votre capital humain, de votre capital organisationnel, de votre capital client, de votre capital relationnel, toutes les relations que vous pouvez avoir, de votre capital partenaire et de votre capital financier. Qui vous finance? Comment vous fonctionnez dans ce domaine? Est-ce que vous avez une structure d'accompagnement payante ou gratuite? Il va vous rester à lancer votre programme. Donc une fois que ces 6 prérequis sont établis, il va falloir tester vos programmes et la méthode de Lean Startup est la meilleure, c'est-à-dire commencer petit pour grandir ensuite. Vous allez donc commencer à prioriser un programme, vous allez le tester, vous allez faire en sorte que vous ayez toutes les ressources nécessaires à son accomplissement, les ressources humaines d'un côté, que ces ressources humaines soient proportionnées au nombre de bénéficiaires que vous avez décidé d'accueillir, que le nombre de bénéficiaires soit conforme bien évidemment au financement du programme tel que vous l'avez imaginé, que l'environnement soit suffisant et nécessaire à permettre à la jeune pousse ou à l'entrepreneur de s'épanouir, et que, bien sûr, je parlais du budget financier, celui-ci doit être couvert, c'est-à-dire vous devez avoir des dépenses qui correspondent bien évidemment à vos ressources. Ensuite, une fois que vous aurez testé ce premier programme, vous pourrez densifier votre offre de la manière dont vous l'aurez prévu.
Donc, quelles sont les bases d'une proposition de valeur qui soit réussie? Vous avez d'abord l'humain. L'humain, c'est la valeur ajoutée majeure de votre SAEI. Hein, c'est immatériel, mais bien évidemment, qu'est-ce qu'on a au travers de cet apport humain? On a l'écoute, hein, l'écoute de l'entrepreneur, de ses besoins du projet, le diagnostic du projet, le plan d'action que vous allez monter, les conseils que vous allez prodiguer, les orientations qui vont être celles qui vont être déterminées par l'entrepreneur au fur et à mesure du coaching que vous allez dispenser, le déploiement qui va être fait de ce plan d'action, la démonstration que vous pourrez effectuer, qui pourra être effectuée par le vécu, c'est-à-dire par l'expérience, par la connaissance des différentes personnes qui vont être en relation avec le jeune entrepreneur au long de son parcours. Le partage, hein, le partage, on dit, il y a toujours beaucoup plus d'idées dans une tête que dans une. Effectivement, l'opinion collective, l'intelligence collective va permettre d'enrichir la jeune pousse ou l'entrepreneur que vous décidez d'accompagner. La valeur de l'exemple, évidemment. Hein, l'exemple, c'est la pratique, c'est justement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire. Et la pratique évidemment, puisque la pratique c'est à la fois les stages, mais c'est aussi couramment ce qu'il se fait dans les domaines d'activité, qui sont les domaines d'activité choisis par vos jeunes pousses. Donc bien sûr, les apports ils vont être fonction de la compétence, de la connaissance et des capacités en fait des accompagnants. Donc le capital humain est quand même un élément qui est très valorisant pour votre proposition de valeur. Ensuite, eh bien, l'organisation de votre service. C'est clair que le mode de management, la gouvernance de votre SAEI vont être des points clés. Il est clair que vous allez devoir avoir des responsables de programme, vous allez avoir des responsables comptabilité finance, vous allez avoir peut-être des gens qui vont aider les jeunes pousses à élaborer des identités visuelles et des plans de communication. Vous allez peut-être avoir des webmasters qui vont permettre à ces jeunes pousses de bâtir un site web ou une application web, etc. La relation partenaire est une autre base forte de la proposition de valeur. Hein, vous aurez besoin d'avoir des business angels ou des investisseurs à un moment ou à un autre de l'accompagnement du projet. Vous aurez besoin de trouver des sponsors pour certaines opérations que vous allez mener de promotion, pourquoi pas, votre programme d'accompagnement, de vos cibles, de vos coachs, que sais-je. Vous aurez besoin de trouver des fournisseurs privilégiés. Alors ça, la plupart du temps, on demande à des jeunes pousses notamment d'avoir des devis ou des proformas en 2 ou 3 exemplaires, de telle manière à s'assurer que le rapport qualité-prix est le meilleur possible pour cette jeune pousse. Donc effectivement, le fait d'avoir des fournisseurs privilégiés qui sont habitués à travailler avec vous peuvent avoir une incidence forte.
Vous aurez encore la possibilité de favoriser des propositions de stage d'apprentissage. Donc le fait d'avoir des entreprises sur lesquelles vous pouvez compter, d'avoir des connaissances dans ces entreprises peut vous aider fortement bien à développer ce programme d'apprentissage. Enfin, vous aurez en proposition de valeur quelque chose aussi d'important, c'est les réseaux d'entrepreneurs, hein. Les réseaux d'entrepreneurs, ils sont là pourquoi? Pour favoriser les bons conseils, hein, pour permettre d'entretenir un réseau de mentors qui soit investi et efficace. Donc ça, c'est la relation avec les entreprises existantes qui vont vous y aider. Et de permettre à d'anciens bénéficiaires de prodiguer leurs conseils et de partager leur expérience, ce qui est pour la jeune pousse eh bien, d'une valeur importante, évidemment. Quels vont être les indicateurs pour mesurer en fait l'impact et le résultat de mon programme d'accompagnement? Eh bien, je vais devoir évaluer les performances de ma SAEI au travers en fait d'abord du nombre d'alumni inscrits, hein, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'entreprises, de jeunes pousses ou d'entrepreneurs formés, accompagnés par ma SAEI. Ils ont fait l'objet d'une satisfaction au terme de leur présence au sein de ma SAEI. Eh bien, ils se sont inscrits en tant qu'alumni et sont prêts à promouvoir l'action de ma SAEI et je dirais de s'inscrire en tant que conseil, en tant que réseau d'entrepreneurs pour les nouvelles recrues. Je vais m'appuyer sur la satisfaction des bénéficiaires, hein, parce que la satisfaction des bénéficiaires, eh bien, ce sera un élément important qui va me permettre de savoir si mon programme est cohérent et si je dois continuer dans ce sens ou au contraire l'amender. Tous ces éléments sont des objectifs de long terme qui sont en fait la base pour savoir si ma SAEI a une valeur ajoutée et si son programme d'accompagnement est conforme aux attentes des bénéficiaires. Il est clair que dès l'instant où je vais vouloir tenir des indicateurs de court terme comme le taux de remplissage de ma SAEI, le taux d'entreprise en vie au terme de l'accompagnement, sont des éléments qu'il faut relativiser, puisqu'il vaut mieux asseoir les bonnes bases pour de jeunes pousses, en fait, pour développer leurs activités, plutôt que de mesurer réellement ce type d'indicateurs qui sont des indicateurs de court terme. Quels sont les défis à relever et les facteurs clés de succès dans l'élaboration de cette stratégie pour ma SAEI? Premier point, le premier défi, on l'a vu, c'est de connaître son marché. Donc les facteurs clés de succès, ça va être d'identifier le contexte, son écosystème et les besoins des cibles. Ça, c'est clairement établi. Deuxième défi, c'est de choisir la cible. Choisir sa cible, c'est en fonction de son savoir-faire, de l'orientation souhaitée, du cap voulu par la SAEI, eh bien, je vais sélectionner telle ou telle cible. Troisième défi, créer une offre adaptée et fiable. Eh bien, comment je vais mesurer le succès? Je vais devoir concevoir et mettre à disposition des services que j'aurai testés, qui vont être en fait personnalisés, et avoir surtout la capacité de pouvoir les remanier en fonction des attentes des bénéficiaires. Et quatrième défi, eh bien, c'est surtout de créer une offre qui soit durable et qui soit de qualité. Et pour ça, eh bien, ça va être d'avoir su générer les sources de financement nécessaires justement à la durabilité de cette offre. Et c'est d'entretenir des relations avec les partenaires qui sont, là encore, pérennes, durables,
et qui sont essentiels en fait au maintien de la qualité de mon offre. Les orientations souhaitées et attendues pour ma SAEI. Eh bien, je vais devoir mesurer la dimension d'impact économique et social de mon projet. Eh bien, comment? Eh bien, je dois essayer d'accompagner des projets qui vont bénéficier à l'économie et à la société. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'en développant les revenus, peut-être qu'en développant l'emploi, qu'il soit direct ou indirect, donc qu'il soit lié à l'activité que je promeus, euh, je peux aussi soutenir des projets qui peuvent générer en fait un développement de l'économie locale. Je dois prêter une grande attention à la dimension humaine, hein. Il est clair que si je veux que mon programme ou mes programmes soient financés, je vais avoir besoin d'investisseurs qui croient dans mon équipe, qui croient dans mon projet, et bien évidemment qui croient en moi, promoteur du projet. Donc je vais devoir ressortir le meilleur de moi-même, je vais devoir avoir une équipe qui s'approprie bien évidemment le programme d'accompagnement, qui ait de vraies compétences, qui soit coordonné, déterminé. En clair, il va falloir que je démontre ma passion pour le projet, ma passion pour le développement de ma SAEI. Je vais maintenant vous prendre un exemple qui est l'exemple de l'incubateur par rapport à l'accélérateur. Les revenus des SAEI orientés jeunes pousses, vous pouvez effectivement avoir des revenus locatifs pour certains espaces que vous pouvez mettre à disposition. Vous pouvez avoir des prestations payantes, par exemple comme de la formation, ou vous pouvez avoir le fruit de subventions par des appels à projets ou par des bailleurs qui la plupart du temps sont des entrepreneurs privés. Dernier point, et non des moindres, l'offre, c'est-à-dire la valeur que vous apportez en tant qu'SAEI, elle est différente pour une jeune pousse, hein. Vous allez chercher à faire maturer des idées jusqu'à une phase test sur le marché, voire une phase de croissance, qu'on soit dans de la pré-incubation ou de l'incubation. Pour l'accélération, vous allez devoir, dans votre offre, votre valeur, ça va être d'apporter une validation rapide du modèle de l'entreprise que vous accompagnez, lui permettre une croissance, lui permettre de faire de la levée de fonds et surtout de la mise en réseau. Quelles sont les autres différences essentielles que vous trouvez entre un accélérateur et, je dirais, une SAEI orientée jeune pousse? La plupart du temps, une SAEI orientée jeune pousse est moins longue en termes de durée, est plus longue pardon, en termes de durée d'accompagnement qu'une SAEI orientée accélération. Elle est de 1 an pour la SAEI orientée jeune pousse, alors qu'elle sera en moyenne de 4 à 6 mois pour une SAEI orientée accélération. Les finances que vous allez essayer d'obtenir pour le compte de vos bénéficiaires, pour les SAEI orientés jeunes pousses, c'est des fonds d'amorçage, de l'acquisition de fonds propres ou de l'apport en compte courant, alors que pour les SAEI qui sont davantage orientés accélération, ce sera l'apport par des investisseurs, par des sociétés de capital risque, ou l'accès à la méso ou à la macrofinance quand c'est possible. Les centres d'intérêt, là aussi, ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Quand vous êtes orienté jeune pousse, votre SAEI va s'orienter vers la création de prototypes ou la test de marché, alors que réellement, une SAEI orientée accélération va s'orienter bien sûr sur de la croissance ou du changement de, je dirais, de cap ou tout au moins de palier. Hein. La sélection de cibles n'est pas la même. Hein. Jeune pousse, comme son l'indique, va s'orienter vers des jeunes entrepreneurs
en création, alors que des sociétés orientées vers l'accélération vont s'adresser à des entreprises déjà existantes et en croissance, ou en croissance. Les services que vous mettrez à disposition, là encore, ne seront pas les mêmes, puisque vous allez chercher majoritairement dans les SAI orientés jeunes pousses à renforcer des compétences et à acquérir des fonds d'amorçage permettant à ces entreprises de démarrer sur leur marché. Alors que pour les SAI orientés accélération, les services que vous mettrez à disposition seront principalement de la mise en réseau et de la recherche de financement. Pour la mise en réseau, vous allez capitaliser en tant que SAI orienté jeune pousse vers les alumni et vers le coworking, c'est-à-dire le partage entre jeunes pousses accompagnés conjointement dans votre programme, alors que les SAI orientés accélération vont être beaucoup plus tournés vers les réseaux d'entrepreneurs qui ont des connexions internationales et vers des fédérations d'entrepreneurs. Il y a 4 points clés qui vont être à retenir pour construire votre proposition de valeur pour votre SAEI. Premier point, le résultat de l'analyse de votre marché, de vos forces, de vos faiblesses, de vos opportunités et de vos risques, de telle manière à vous permettre de définir un positionnement sur votre marché et une ou des cibles à toucher. Le deuxième point clé pour construire une proposition de valeur, c'est qu'elle doit s'appuyer sur des fondations solides. Fondations solides sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan technique. Troisième point important dans la construction de votre proposition de valeur, c'est que vous devez pratiquer des veilles de marché permanentes, de telle manière à savoir si votre offre est en corrélation avec l'attente des bénéficiaires en matière d'accompagnement. Et le quatrième point, vous devez scorer, vous devez créer des indicateurs qui vont vous permettre d'évaluer ce que vous avez mis en place en matière d'accompagnement. Est-ce que la portée est correcte? Est-ce que la satisfaction est bonne? Est-ce que le bien fondé est toujours approprié de telle manière à ce que vos cibles soient satisfaites et que votre SAEI perdure?